Je suis Lola Thion, du département espagnol et directrice de la section du master langue, littérature et civilisation étrangère. Donc nous sommes heureux, je parle au nom du PPA, de vous accueillir ici dans le château pour cet acte de clôture. Les gens qui sont avec nous à l'université et celles qui sont venues d'ailleurs. Et donc nous remercions monsieur le conservateur du château qui nous a cédé la salle et puis madame Arbouin qui a travaillé avec nous avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de générosité. Je voudrais aussi remercier donc tous nos partenaires que nous avons accueillis. Donc en premier l'association des traducteurs basques et remercier infiniment Arantzazu qui est là, qui est toujours très discrète mais qui a travaillé énormément pour nous tous. Et donc ici Itziar que nous avons connu comme Arantzazu en juin lorsqu'ils sont venus à l'université nous demander de les héberger. Donc madame de Buron-Brun qui a toujours des excellentes idées a eu l'idée de dire voilà on va associer nos étudiants dans cette activité et je crois que c'est une expérience novatrice, une expérience nouvelle. Nous en tant qu'enseignants de master, donc on s'est chargé, on s'est partagé les tâches pour la logistique, pour l'enseignement et donc ça a donné lieu à ces journées que j'espère et que vous avez donc découvert. Cela nous a permis d'ouvrir l'université à la ville, à la vie aussi, au monde professionnel et j'espère que ça a été une expérience enrichissante pour vous tous, étudiants. Je remercie aussi donc ici l'association des traducteurs basques. Je ne sais pas très bien le prononcer, je me suis désolée. Et donc l'Institut Tchepa avec Marie-Rosa Lizarregui qui est là donc comme représentante et responsable de toute la partie diffusion de la langue et enseignement recherche. Et vous présente et je salue aussi mon collègue donc Ricardo Tchepa au nom de son laboratoire ICARE. Donc je voulais vous présenter les excuses de monsieur Christian Bois qui est le directeur de l'Arc Atlantique auquel nous appartenons et donc on est ici deux laboratoires de recherche associés à cette manifestation. Voilà donc je ne veux pas m'étendre, nous sommes donc un département et un laboratoire donc en ce qui nous concerne multilingue et nous sommes très heureux donc de pouvoir organiser des manifestations qui reflètent la réalité de l'Espagne ou des Espagnes, comme on veut le dire. Et donc, étant quelqu'un, moi-même, de la périphérie, bilingue aussi, avec une langue minoritaire, je suis très heureuse de pouvoir montrer et organiser quelque chose où on vraiment recueille cet dynamisme qui est celui de l'Espagne et cette multiplicité des langues qui est très importante et culturelle aussi. Voilà, donc je vous cède la parole à Bonjour, comme on dit en basque, Arratsaldeon, Denoi. Je suis Marijo Olaziregi, je suis la directrice de la promotion des langues basques de l'Institut basque Etxepare. Nous sommes très contents d'être ici. Je parlerai en basque, parce que mon français est un peu déplorable, mais nous avons la traduction de Maya, Naya, elle traduira mes mots. Bueno, arratsaldeon denoi berriro ere, Etxepare Euskal Institutuak Euskara eta Euskal Kultura promozionatzen du nazioartean, Alianza Frantsesaren baliokidea litzeke tamainu txiki-txikian. Eta mundu guztian dauzkagu 39 Euskara eta Euskal Kultura irakasle unibertsitateetan, mundu guztiko 32 unibertsitateetan zehazki, eta aurten lehenengo aldiz daukagu lektore zoragarri bat, atzean dagona, Xabi Paia irakaslea, eta bere ondoan dago Miren Ibarluzea, Bordeaux Troako lektorea, beraz poliki-poliki ari gara euskaraz, hori, emanda zabaltzazu, pixka bat gure adierazten da beste erakusten. Itzulpengintza funtsezkoa da, eizieri eskerrak ematen dizkiot, hau antolatzeagatik. Funtsezkoa da, etorkizuneko gure itzultzaileak gune hauetan daudelako, hemen ikasiko dutelako, segurazki euskara, eta gaur egunean euskal literaturak duen maila zinez interesgarria, Eider Rodriguez idazlea hementxe dugu eta horren adibide on bat duzue, pixka bat munduan sakabanatzen lagunduko digutelako Andre Gabaztuk atxagarekin egin zuen bezala. Eskerrik asko. Bonsoir à tous. Donc, je vous parle au nom de l'Institut basque Etxepare.
Nous assurons la promotion de la culture de la langue basque de par le monde. Nous avons aujourd'hui 39 professeurs dans 32 universités à travers le monde. Depuis cette année, nous avons la chance d'avoir un lecteur merveilleux à l'université de Pau, qui est Chabi Paya, ici présent. Et à ses côtés se trouve également Mylène Ibarlucea, qui est lectrice à Bordeaux. Donc la traduction aujourd'hui est essentielle. Donc je remercie ici d'avoir organisé cet atelier. Nos étudiants seront peut-être des traducteurs de demain. Et la traduction permet de montrer au monde entier le haut niveau qui existe aujourd'hui dans l'écriture basque. Donc l'écrivain dont il est question dans cet atelier, Eider Rodriguez, en est l'illustration. Et j'espère que par toutes ces traductions, nous allons promouvoir d'autant plus la langue basque, comme l'a fait André Gabastu avec l'auteur Bernardo Atxaga. Beraz, uste dut itzan ere dagokidala orain, je vais faire une petite présentation de notre laboratoire qui participe à cet événement en basque et en français. Donc il ne faudra pas en principe traduire, il faudra corriger probablement, mais pas traduire. Iker Baionan lekutua dagoen ikerketa zentro bada, Akitaniako bi unibertsitatetako, da Bordelairu eta Babeko unibertsitateko ikerlariak eta Senarreseko ikerlariak biltzen dituena. Bere ezaugarri nabarmenen artean dago, aldi berean biltzen dituela hizkuntzalaritzari eta testuen azterketari dagozkion ikerketa eginkizunak. Ez da ohikoa olako batuketa bat argitzea, baina gu arro sentitzen gara behar garrantzia eta interesa arkituaz bai testuen azterketari eta literaturari dagozkion gaietan eta baita hizkuntzalaritzari dagozkionetan. Gure espezialitate esparrua gehien bat euskara da, baina irekita gaude bai hizkuntzalaritzaren aldetik eta baita literaturaren aldetik ere beste hizkuntzetan egiten diren edo egiten den produkziora. Eta alde hortatik itzulpengintzako atelier bat iruditzen zaigu oso ongi irudikatzen duela bai gure interesak eta baita Ikerren egiten den lana. Je disais en basque Iker, centre de recherche sur la langue de texte basque, qui est localisé à Bayonne, réunit ou rassemble des chercheurs qui appartiennent à l'université de Bordeaux 3, à l'université de Pau et au CNRS. Une des propriétés, une des caractéristiques principales de ce centre de recherche, c'est qu'il travaille autant dans le champ des études textuelles que dans le champ de la linguistique. Et c'est une propriété ou c'est une caractéristique de laboratoire que je tiens à soutenir. Et il fait une recherche qui, même s'il est spécialisé dans la langue basque, est ouverte à toute autre langue, autant dans le champ de la linguistique que dans le champ de la littérature. Donc, un atelier de traduction semble tout à fait pertinent, intéressant pour un laboratoire comme le nôtre. C'est dans cet esprit qu'on a accepté de collaborer dans cet événement. Je dois dire que c'est plutôt à Ura Palategui qu'on doit attribuer tout le travail qui est derrière l'organisation de cet événement en ce qui concerne Iker, dont je tiens à le remercier, même s'il n'est pas dans cette table. On m'a fait venir en tant que directeur de la chose, mais il faut dire que c'est Aura Palategui qui correspond à tous les mérites. Et je voudrais mentionner aussi, comme l'a fait Marie-Jola Seregui, l'importance de lectorat pour nous à Iker, et aussi dans le travail qui sont derrière cet atelier. Et à Urren, je venais de le faire, donc je le fais encore, donc Ura Apalategui qui nous a autant aidé dans l'organisation de cet événement. Donc je remercie à tous ceux et à tous ceux qui sont venus aujourd'hui aussi nous écouter. Bonjour à tous. Moi aussi, je vais parler en basque parce que je ne peux pas tuer vos oreilles. Nik eizi elkartearen izenean hitz egiten dut, Itziarrotegi naiz, eta lantegi honetan koordinatzaile aritzeko ohorea izan dut. Eta nire aurrekoek egin duten bezala nik ere eskerrak emanez hasi nahi nuke. Lehenik Etxepare Institutuarik gure babesle izan delako. Babeko unibertsitateari beso zabalik hartu gaituztelako,
eta noski Gazteluko arduradunei eraikin ederra gure esku jarri dutelako saio hau egiteko. Hasteko lantegia zer den azaldu nahi nizueke hitz gutxitan. Eiziek 2004ean ekin zion ekimen honi, lantegi honi, hasiera hartan Eusko Jaurlaritzaren babesarekin. Eta geroztik 9 urtetako ibilbide honetan, lantegi honetatik igaro dira 9 idazle, 36 itzultzaile, eta bertan landu dira 12 hizkuntzetarako itzulpenak, euskal idazleen lagin batetik abiatuak. Aurtengo edizioak bazituen berrikuntza ugari. Esan dudan bezala, Etxepareren eskutik etorri gara aurten, lehenengoz, eta bidelagun izan dugu Paueko Unibertsitatea. Beste berrikuntza bat izan da 3 itzulbide aztertzeari ekin diogula mintegi honetan, eta halaber gero irakasle batek Benedikt de Brunbrunek azalduko digunez, ikasleak ere izan ditugu gure lantegian. Beraiek egin dute lantegi bat, eta bi lantegiok bat egin dugu, eta zinez saio aberasgarria egin genuen bien artean. Orain itzultzailearitziko diot bere lana egiten. Bonjour, je suis Itziar Otegi, je vous parle au nom de ITIE. Je voudrais commencer moi aussi par des remerciements. Donc je remercie d'abord l'Institut Etxepare qui nous a accompagnés dans l'organisation de ces ateliers. Je remercie l'Université de Pau de nous avoir accueillis si chaleureusement, et je remercie également les responsables de ce château de nous prêter ce lieu magnifique. Je voudrais vous expliquer le cheminement de nos ateliers. Donc ces ateliers ont commencé en 2004. À l'époque, nous avions le soutien du gouvernement basque. Donc depuis, 9 ans ont passé. Durant ces 9 ans, nous avons accueilli 9 auteurs, 36 traducteurs, et nous avons traité 12 langues cibles. Donc les textes ont été écrits en 12 langues différentes. Cette année, l'édition de cette année a de nombreuses nouveautés. Donc premièrement, la convention avec l'Institut Etxepare, puisque c'est la première fois. Deuxièmement, l'Université de Pau qui nous accompagne. Et troisièmement, la nouveauté du point de vue, puisque nous avons abordé 3 modes de traduction cette année. Et en plus, nous avons travaillé en parallèle avec un atelier d'étudiants que Bénédicte de Buron-Brun nous présentera tout à l'heure. Donc ça a été un travail très enrichissant. Segidan aurtengo mintegiaren errepaso labur bat egingo dizuet. Lehenengo egunean hasteko Eider Rodriguezek bere literaturaren abecedario bat aurkeztu ziguen, oso ederra, Amy Winehousen ama izenburu zuena, eta bertan literaturarako bazka nondik ateratzen zuen kontatu zigun. Zinez hasiera ederra eman genion bere aurkezpenarekin lantegiari. Ondoren, bera itzultzaile aritu denean bere obra gaztelaniaratzean ze sentsazio izan dituen kontatu zizkigun. Kontatu zigun hasteko bere biografia linguistikoa zein izan zen, eta oso tonu umoretsuan aritzera eman zigun zeinen gogorra eta nekagarria den zenbaitetan euskeraz bizitzeko saiakera egitea. Eta gero bere bi erdiek, euskal erdia eta gaztelaniazko erdiak bat egiten dutenean, hortik sortzen den bakanal hori kontatu zigun, oso gauza interesgarria. Bestalde, aipatu zigun hasieran halako kezka buntu batekin, mintegi honetara etortzeko bere bi testuak, euskerazkoa eta gaztelaniazko itzulpena, irakurri zitunean berriz, halako kezka batez sumatu zuela berroa da gaztelaniazkoa hobexiagoa zela. Eta hori esaten zigun halako pena zera batez. Baina guk lasaitu genuen, uste dut lortu dugula lasaitzea, eta azaldu genion nola gure ikuspegitik hori erabat logikoa zen. Atera genion Borgesen aipu bat,
itzultzaileen artean adostasun handia zegoen horren gainean. Borgesek esan zuen itzulpena idazketa baino fase aurreratuagoa bat zela, logikoki, ze idazkeraren ostean etortzen da. Baina oso interesgarria izan zen baita ere Enrique Ulasolok berez arkitekturaren alorretik datorrenak esan zionean, Eider lasai, hori oso logikoa da. Guk arkitektuek ere eraikin baten planoa egiten dugunean, hasieran iruditzen zaigu izugarri gauza ederra egin dugula, baina funtzionatzen duen edo ez, edo akatsik baduen edo ez ikusteko, egin behar duguna da azpikoz gora jarri edo ispilu baten aurrean. Eta itzultzea dakigunez, testua ispilu baten aurrean jartzea denez, hor oso ederrez ikusten dira akatsak, zindu beharrekoak, hobetu beharrekoak eta bar. Eta noski, idazketaren ostean egindako itzulpena logikoki hobea izango da. Horrek abia puntua eman zigun itzulpena, idazketa, itzulpena, berridazketa eta horrela sortzen den etengabeko gurpiltzoro horretaz luze jarduteko eta hausnarketa zinez aberasgarriak atera ditugu hortik. Alors je voudrais maintenant passer en revue l'atelier de cette année. Nous avons commencé cette année par un très bel abécédaire que Eider Rodriguez nous a présenté, qui s'appelle La mère d'Amy Winehouse, ou Amy Winehouse Senama. Et elle nous y a expliqué ce qui alimente son écriture aujourd'hui. Ensuite, Eider nous a parlé de son auto-traduction et des sensations que ça lui a provoquées. Elle nous a présenté sa biographie linguistique. Et avec beaucoup d'humour, elle nous a expliqué les difficultés qu'elle ressent à vivre en langue basque, ou en tout cas à tenter de vivre en langue basque. Elle nous a expliqué que quand ces deux moitiés se rejoignent, sa moitié bascophone et hispanophone, ça crée une sorte de vacarme en elle. Donc elle nous a expliqué ça de façon très, très drôle. Ensuite, elle nous a dit, avec un peu d'inquiétude et un peu de tristesse aussi, que lorsqu'elle a relu ses textes basques et espagnols pour venir à cet atelier, elle a trouvé la version espagnole, donc la traduction, meilleure. Donc elle en était attristée. Nous avons essayé de la rassurer, je crois que nous y sommes parvenus. Nous lui avons expliqué que c'était assez logique. Nous lui avons apporté une citation de Borges qui dit que la traduction est une phase plus avancée que l'écriture puisqu'elle vient après. Donc il est logique qu'elle paraisse meilleure ou plus aboutie. Et nous avons eu un autre point de vue très intéressant d'un des traducteurs, Enrique Olasolo, qui vient du monde de l'architecture et qui lui a expliqué que quand un architecte dessine un plan, pour être bien sûr qu'il n'ait pas de défaut et qu'il soit viable, la façon la plus efficace, c'est de le retourner ou de le regarder dans un miroir. Donc la traduction étant le miroir de l'écriture, ça paraît assez logique que la traduction semble meilleure que l'écriture de départ. Donc toute cette réflexion a été un point de départ pour nous, pour aborder le cercle vicieux de l'écriture et de la traduction, de ce travail qui renaît sans cesse dans l'écriture. Orai jarraian beraiei emango diet hitza idazleari eta itzultzaileei beraiek inor baino beto esplikatuko baitute mintegian zer bizi dugun eta norberari zer ekarri dion, zer ekarpen egin dion. Baina hasteko Eider Rodriguezen aurkezpen laburtxo bat egingo dizuet. Eider Rodriguez ipuingilea dugu. 3 ipuin bilduma argitaratu ditu, lehenengoa eta handik gutxira gaur, bigarrena Haragia eta hirugarrena Katu jendea. Eta hain zuzen ere azken bilduma honetatik hartu dugu guk langai izan dugun ipuina, Katu jendea izan berekoa. Berak itzuli ditu gaztelaniara bere 3 bildumak eta poliki-poliki hasi dira baita beste hizkuntzetarako itzulpenak ere agertzen eta guk mintegi honetan hain zuzen ere helburu horixe genuen. Eta orain Eider zuri emango dizugu hitza. Je vais maintenant donner la parole aux traducteurs qui ont participé à cet atelier et à l'auteur Eider Rodriguez. Mais d'abord, je voudrais vous présenter donc l'auteur. Eider Rodriguez est auteur de nouvelles. Elle a écrit 3 recueils de nouvelles, Etandi Gutxira Gaur, Haragia et Katu jendea. Et l'extrait que nous avons choisi d'étudier ou de travailler, de traduire ici, est un texte tiré de ce 3e recueil de nouvelles
qui s'appelle aussi Catucandea. Ces 3 recueils de nouvelles ont été traduits à l'espagnol par l'auteur elle-même et tous ces recueils commencent aujourd'hui à être traduits dans différentes langues et nous en sommes ravis puisque c'est un peu le but de ce genre d'atelier. Donc je donne maintenant la parole à Eder Rodriguez. Mintegi horrek personatzu bertan eragilean kontatzeko esaiatzen niri. Eta etorretzean nahi gauza izan da, gaurko pentsatuta neukan soinekoa ez dudala maletatik atera. Nire errelako zati baten eta honen itzulpenen irakurketa publikoa xato batean izango zela jakin aukeratu nuen soineko da. Artile ezin beltzezkoa, mauka laburra, eta hemen bularraldean enkaje zurizko eta perrazko apaingarri batzukana. Ez oso deigarria, baina bai pixka bat. Zeremonia baterako egokiago, lanerako baino bidaria da. Je suis l'auteur qui a été étudié dans cet atelier. On m'a demandé quel impact avait eu cet atelier sur moi. Et quand on m'a demandé ça, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que la robe que j'avais prévue pour aujourd'hui était restée dans ma valise. Quand on m'a dit que mes textes, certains de mes textes seraient traduits, étudiés et lus publiquement dans un château, j'avais choisi une robe très élégante, en fine laine noire, avec à la poitrine des décorations en dentelle et des perles. Donc pas trop criarde, mais un peu voyante quand même, qui était plus adaptée à une cérémonie qu'un temps de travail. Mintegian bi egun itzultzaileen inguratuta pasata gero, esango dizuet. Pose guztia galdu ditut. Idazlearen sedukzio jolasak ez daukaia zentzurik haiekin. Arraroa izan da. Operazio gela batean bezala sentitu naiz. Batzak besteari bisturia eta goraizea pasatzen zion, non moztu eta non erantsi deliberatzen zuten, eta ni anestesiatu gabe nengoen. En fait, après avoir passé 2 jours dans ces ateliers de traduction, je peux dire que j'ai perdu tout faux semblant ou toute allure, puisque le jeu de séduction de l'auteur n'a aucun effet sur les traducteurs. J'ai un sentiment assez étrange. Je me suis sentie comme dans une salle d'opération. Les traducteurs se passaient les bistouris, les lames, ils décidaient de l'endroit où il fallait inciser et recoudre, mais moi je n'étais pas anesthésiée. Egiaren bila abiatu dira. Egun aipatu genuen eta psikoanalistak kontatzen ez diogun egia literario horren bila. Irakurle arruntak ez ezala, itzultzaileak ez baitu idazleak sarmatutako sugea izan nahi. Nik dakidala, inoiz egideaten irakurketa sakonena egideaten paueko mintegi honetan. Eta sakon hitzarekin zera esan nahi dut. Nik testua idatzi nuenean nengoen toki sakonetik bertatik irakurri eta itzuli nautela haiek. Nire amarru, intentzio, kontrasan eta bar guztiei mozorroa kenduz. Oraindik ez dakit nola egin duten, ez didate kontatu. Haiekin ez du ez idazlearen aloak, ez txirularen doinuak, ez idazle mozorroak balio izan. Dakidana da aurrerantzean egunotan ikasitakoek eragina izango dutela nire idazketa prozesuan, ez dizuet kontatuko nola, edo zertan. Beraz, ulertuko duzuen, zergatik ez dudan soineko ederrura jantzi gaurkoan. Agian egokiago nengoke ospitaleko mantala jantzita agertu izan baniz, baina erdibide hau ere lanerako jantzi hau onartuko diazue. Les traducteurs se sont lancés à la recherche de la vérité, d'une vérité littéraire qu'on garde pour soi, qu'on ne raconte pas même à son psychanalyste. Les traducteurs, contrairement aux lecteurs ordinaires, ne souhaitent pas être le serpent charmé par l'auteur. J'ai ressenti ici la lecture la plus profonde que je n'ai jamais vécue. Et quand je dis profonde, je veux dire que les traducteurs sont allés à l'endroit profond où je me trouvais au moment où j'ai écrit ces textes.
Donc toutes mes fuses, toutes mes intentions, toutes mes contradictions ont été démasquées par le traducteur. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, ils ne me l'ont pas dit, mais je sais une chose, c'est que ce que j'ai appris ici aura une influence certaine sur mon travail d'écriture à partir d'aujourd'hui. Je n'entrerai pas ici dans les détails, mais ça aura une influence. Donc voilà, tout ça pour vous dire pourquoi je n'ai pas porté cette magnifique robe aujourd'hui. Peut-être que la tenue la plus appropriée aurait été une blouse d'hôpital, mais ce juste milieu, cette tenue de travail avec laquelle je suis venue, vous conviendra, j'espère. Mila esker, Eider. Jarraian, emango diogu hitza Andreek Agastu itzultzaileari, eta berak ere bere ikuspegia azalduko dugu. Nous allons donner maintenant la parole à André Gabastou qui va nous donner son point de vue. Bon, mon point de vue sera un petit peu différent que je suis docteur, je ne suis pas dans la position. Quelle est la position opposée, c'est ça. Et la première chose que j'ai remarqué dans ces 3 jours, c'est à quel point le traducteur qui accomplit un travail extrêmement solitaire a besoin d'échanges, a besoin de groupes, a besoin de se retrouver. Et le fait qu'il s'agisse d'une langue, comme on dit aujourd'hui, minorée, est d'autant plus favorable aux échanges entre nous, dans la mesure où on n'est pas très nombreux. Et voilà. Ensuite, je crois que la langue de l'écrivain, c'est-à-dire l'usage qu'il fait de son idiome, comme on dit l'idiome en espagnol, est la langue de l'écrivain, à mon avis, plus important que la langue dans laquelle il écrit. Car moi j'ai traduit le texte de l'espagnol en français, et c'est pas l'espagnol ne pose aucun problème de syntaxe, ni aucun problème syntaxique. Le problème c'est la langue de l'écrivain. Tout écrivain se situe dans un certain écart par rapport à la langue qu'il utilise, et c'est cet écart qui rend la traduction difficile ou complexe. La langue de l'écrivain s'écarte de la tradition. C'est pour ça qu'on peut parler d'une langue de l'écrivain. S'il s'agit d'une langue complètement immergée dans la tradition, ce n'est plus une langue d'écrivain, c'est une langue tout court. La langue de l'écrivain s'écarte de la tradition, mais en s'écartant de la tradition, elle résiste à la traduction. Ça veut dire qu'elle est comme un escargot qui rentre dans sa coquille, et le traducteur est obligé de l'assaillir, comme l'a dit Heider. Il a une position agressive, forcément, puisqu'il s'attaque à ce noyau linguistique qui résiste par tous ses moyens. Et le traducteur, donc, son travail, c'est de déplier la langue pour la transformer en une autre langue qui est celle de la traduction. Alors, il apparaît dans tout ce travail que la traduction est une interprétation, comme le disait Heidegger, toute traduction est une interprétation. Or, nous allons passer des heures à interpréter le texte, à interpréter des mots. Par exemple, est-ce qu'il fallait dire mettre à bas pour la chape ou à toucher? Quel était le degré d'anthropomorphisme qui se projetait dans le texte? Tout le monde n'est pas forcément d'accord, c'est une interprétation. Et le travail de traducteur est une interprétation comme peut l'être d'ailleurs le travail de l'auteur. On a Proust, quand il écrit La recherche en perdu, il raconte un fait et il analyse aussitôt. Tout le travail proustien, c'est ça, c'est un jeu, un balancement permanent entre du récit et de l'interprétation. Donc interpréter le texte, c'est un affaire extraordinaire, c'est le travail normal du traducteur, heureusement qu'il l'interprète, et ce qui fait que la traduction n'est jamais définitive. Il y a une allusion à Borges qui a toujours parlé du texte infini. Le texte est infini, puisqu'il peut se réécrire en infini. La traduction peut être infinie. Freud a intitulé un de ses articles très connu, Analyse terminée, analyse interminable. On peut dire la même chose de traduction. Traduction terminée, traduction interminable. La traduction est terminée le jour où on l'envoie à un éditeur et ensuite elle est publiée, mais en réalité dans la tête
traducteur, elle est interminable, elle peut être refaite à l'infini. Ça a été fait d'ailleurs par un traducteur historique qui s'appelle Vicius, un professeur de la Sorbonne, qui a réécrit, qui a retraduit, je crois, 12 fois l'Élysiade de Saint-Maurice. Et il a passé sa vie à traduire l'Élysiade. Alors on est dans la pathologie complète, c'est un style de littérature, mais en même temps il faut être quelque chose de juste du traducteur. Le traducteur est forcément frustré, comme l'écrivain, il n'est jamais content de son texte. Le texte parfait n'existe pas, et le texte est toujours améliorable, il est interminable. Voilà. Mila esker Andreri, eta jarraian Joana Poxiluri emango diogu hitza. Merci André Gabastou. Je donne maintenant la parole à Joana Pochelu. Arratsaldeon. Nous étions deux dans cet atelier à traduire vers le français. Il y a eu deux variantes différentes. Il y a eu une traduction directe. Et donc moi je l'ai traduit du basque vers le français, tandis qu'André Gabastou l'a traduit de l'espagnol vers le français. Et alors ça a été très intéressant de voir les actions différentes que ça a pu produire, d'autant plus que la version indirecte est passée à travers l'auteur en fait, puisque c'est l'auteur elle-même qui avait traduit d'abord sa nouvelle du basque vers l'espagnol. Et évidemment, ce n'était pas une traduction littérale, puisqu'elle a pris, en tant qu'auteur, elle a pris la liberté de changer un peu son texte. Et du coup, ça donnait deux versions assez différentes, surtout dans le registre, dans le vocabulaire. Celui d'André Gabastou était beaucoup plus cru que ma version qui était directe. Car l'espagnol, la version espagnole était de registres différents que la version originale. Donc voilà, c'était très intéressant de ce point de vue-là. Et ensuite, c'était un atelier très enrichissant car l'écrivain était parmi nous et comme elle a dit, on a pu la disséquer à souhait et on a pu éclaircir nos doutes sur certains aspects du texte, sur certains mots, on a pu lui poser la question, qu'est-ce qu'elle avait voulu dire par tel mot ou tel autre mot, etc. Et pour moi, en tout cas, je sais que je vais retravailler le texte en sachant maintenant vers quoi elle a voulu aller, et ma version définitive ou quasi définitive sera en tout cas différente de celle que j'avais faite en premier lieu pour cet atelier. Voilà. Mila esker Joanari, eta jarraian Enrique Olasolok hitz egingo dugu. Merci Joana, je donne maintenant la parole à Enrique Olasolo. Arratsaldeon, permanenteak nire institutuko izenaz, mintzatuko naiz, hiru itzultzaileen izenean. Gabi Isbabe, kartu jendea itzuli du euskeratik alemaniera, eta Peter Smardekek eta biok itzuli dugu euskeratik nederlandera. Gabik bakarrik, eta Peter eta biok lankidetzan. Lankidetza hitzaz esan nahi duena honako hau da. Lankidetza ertzian, leku batean elkartu, ordenagailu baten aurrean jarri eta esaldiz esaldi testua itzultzeari ekin dugula. Beraz, mikromintegi bat bezalakoa. Beraz, oso interesgarria izan da guretzat lan egiteko modu hori, eta benetan barratzen dugu mintegiaren onura. Eta arrazoi hauek batez ere dira. Jende guztiei bezala, Eiderren asmoak eta prozesu kreatibo ezagutu dugu, eta baita gure lankideen arazo eta estrategian berri izan dugu, eta haiekin eztabaidatu dugu. Je vais parler ici au nom des trois traducteurs qui avons traduit vers les langues germaniques. Donc Gabi Schwab a traduit du basque à l'allemand et il a traduit seul.
et moi-même et Peter Smardisk avons traduit du basque en néerlandais en collaboration. Alors quand je dis collaboration, je veux dire une collaboration étroite, puisque nous avons travaillé tous les deux assis ensemble devant un ordinateur et nous avons traduit phrase par phrase. Donc ça a été un processus très intéressant, un travail très intéressant pour nous. Et l'atelier a également été très intéressant puisque nous avons pu découvrir, comme Eider l'a exposé, son processus d'écriture. Nous avons essayé en tout cas de nous en approcher et nous avons également découvert les stratégies de traduction des autres traducteurs présents. Ondorio nagusitzak bi hartuko genituzke hizkuntza hiru itzultzaileok. Bata alemaniera eta nederlandera gertu dauden bi hizkuntz dira eta espero zitekeen bezala hainbatetan gure estrategiak eta konponbideak berdinak izan dira. Baina badago beste ondorio bat eta hau sorpresa bat izan da, egia esan. Eta esango genuke guk ez ditugula agian frantsesera eta gaztelaniarako itzulpenetan izan diren hainbat arazo. Beraz, hipotesi bezala eta bakarrik hipotesi bezala ausartuko genuke esatera Nederlanderan baita Alemanian ere baliabide batzuk daudela euskarazko testu honen itzulpena errazten dutela. Besteaz bestek eremu semantikoa, hitz batzuen aukeraketa, estiloa, zea estiloa erabilera, edo hitz elkartuen erabiltzeko joera. Hainbat kasutan, baita Alemanian, baita Alemanieran, baita Nederlanderan, eskatu jendea, hizkuntza honetan, hitz bakar batekin itzuli dugu dio. Je tirerai deux conclusions générales du travail que nous avons mené ici. La première, qui était assez attendue, c'est que l'allemand et le néerlandais sont des langues proches et donc nous avons usé de stratégies similaires et nous avons trouvé des solutions similaires au moment de traduire. La deuxième conclusion est plus surprenante puisque apparemment nous n'avons pas rencontré autant de problèmes que ceux qui ont traduit en français par exemple dans nos langues de traduction. Alors nous voudrions apporter une modeste hypothèse à cette facilité relative à traduire. C'est qu'il existe des ressources dans ces deux langues germaniques qui facilitent la traduction de la langue basque. Entre autres, les champs lexicaux, le choix des mots qui peuvent être utilisés, l'utilisation du style indirect et la forte tendance à la juxtaposition. Et par exemple, le titre Katufrendean, nous l'avons traduit en un seul mot en allemand et en néerlandais. Mila esker, Enrique. Eta jarraian hitz emango diogu Benedikt de Buron-Brun irakasleari eta berak ikasleen lantegi horren berri emango digu. Merci. Je donne maintenant la parole à Bénédicte de Buron-Brun qui nous exposera le travail qui a été mené avec les étudiants en atelier parallèle. Bonjour. Vous me permettrez tout d'abord de remercier Inga Palategui, un collègue que je connais depuis de nombreuses années, pour cette initiative et avoir servi d'intermédiaire entre les différents partenaires et les institutions pour un travail qui a été mené avec un dynamisme et un sérieux qui moi-même m'a surpris puisque nous sommes rentrés la semaine dernière. Et je vous remercie spécialement tous, aussi bien les institutions, les partenaires, l'écrivain bien sûr Eider, mais également les traducteurs qui sont là, les étudiants, parce que vous avez permis de mettre au premier plan et de sortir de l'ombre et de sa solitude le travail du traducteur. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours un peu, en tant que traductologues ou même traducteurs, des personnes qui nous effaçons devant les écrivains, des personnes qui travaillons, mais dont le travail n'est pas reconnu. Et pour la profession que veulent exercer nos étudiants, c'est important de montrer
qu'il y a des traducteurs heureux, passionnés, enjoués, très proches, très simples, et un écrivain qui permet également d'être psychanalysé, disséqué, et de terminer quand même avec le sourire. Donc, vous avez, je pense, répondu à de nombreuses interrogations déjà des étudiants, et vous les avez soudées. Je les ai vus, quand je vous ai quitté le premier jour, travailler tous en binôme, trinôme avec leurs petits portables. Ça a été une expérience très très positive, surtout que nous offrons d'abord et avant tout de la traduction technique et scientifique, et que cette approche de la littérature, je pense, leur a ouvert d'autres horizons. C'était un groupe très hétérogène, puisque, outre de nombreux Espagnols et des Français, j'avais parmi eux une Argentine, une Albanaise, une Serbe, et nous avons également ouvert avec ma collègue Danielle Laurin sur l'allemand. Pour le professeur, ça a été également un test de voir le profil de ces étudiants, si vraiment ils étaient faits ou non pour le travail de traducteur. Ça a permis de voir et d'examiner la pertinence de leurs remarques, de leurs interrogations, tant sur la langue que sur leur futur métier. Nous avons pu aborder aussi bien la traduction directe grâce à une étudiante qui est de langue basque, qui leur a expliqué ce que ça voulait dire en français. Et ensuite, nous avons travaillé sur plusieurs textes également en français, ce qui a permis de voir qu'il n'y a pas une seule traduction d'un texte, comme il n'y a pas une seule lecture d'un texte. De dire le traducteur n'a pas le mot final, ni l'auteur n'a le mot final, mais il y a une pluralité et de traduction et de lecture, c'est très important également parce qu'il me demandait hier, mais quand sait-on que le travail est terminé? Importance également de travailler à partir d'une langue pivot, chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Également de travailler dans la nuance, de travailler dans la tonalité des textes, puisque à un moment donné, nous avions deux textes en français, l'un traduit par une femme, l'autre traduit par un homme, et très pertinemment, les étudiants ont dit « Ah, mais il y en a un qui traduit par une femme, une fille grosse, et l'autre forte. » Là aussi, pertinence. L'importance de la distance, l'importance de laisser reposer le texte, l'importance d'un œil extérieur. Tout ça, je pense que là, ils ont vu qu'il y a une richesse dans leur futur métier. Il y a une richesse, je pense, pour les traducteurs qui étaient là, qui se sont vus également psychanalysés à leur tour. Et je pense que c'est une richesse pour l'écrivain, à qui je souhaite beaucoup de succès, que je remercie infiniment pour son abécédaire, dans lequel, outre sa finesse de plume, il y a tout ce que l'on doit savoir sur la langue. Une langue mène à la réflexion, une langue mène à la communication, et une langue peut être également silence. Je vous remercie. Hitz bikain eta interesgarriak Benediktek hemen eskaini dizkigunak. Mila esker. Eta jarraian, irakurketari emango diogu bidea. Hain zuzen ere, mintegi honetako fruitu nagusiak diren testuak emango dizkizuegu ezagutzera. Katu jendea ipuinaren zatitxo bat, irakurriko dizuegu 6 bider, 5 hizkuntzatan, eta espero dugu ikusiko duzuela hor zer efektu politak sortzen diren. Nola nahi ere espero dut zuen gustokoa izango dela. Merci Bénédicte pour ces propos très pertinents et très intéressants. Nous allons maintenant procéder à la lecture des textes, puisque c'est le fruit principal de l'atelier que nous avons ici. Donc nous allons vous présenter une petite partie du texte traduit 6 fois en 5 langues
Et nous espérons que ça vous permettra d'apercevoir la beauté et la richesse du travail qui a été mené. Satinezko txabusina zeraman eta azpitik txandalaren jertxea eta galtzontzili bat. Ainez ohartu zenean, burua apartatu zuen, telebistako eszena bortitzekin egiten zuen bezala. Medikuak debekatuak dizkit esnekiak, kolesterola dela eta. Bizkotxo egin dut arratsaldean hartuko duzu pusketatxo bat. Hori bai, ezin ukorik egin horri. Oraindik gurin usaina zegoen Ainezen sukaldean. Mai gainean, labeko erretiluan bizkotxo virgin bat, moldetik atera gabea. Ainezek labana luze bat hartu eta zati bat moztu zuen. Aitatxi eta Lili mahaiaren inguruan ari ziren harrapaketan. Tarteka, Lili ahoz gora etzan eta hankak luzatzen zituen zine izarren antzera. Aitatxi hurbildu egiten zitzaion, atzaparkada jostaria egiten zion, usnatu egiten zuen deiadarka. Seguro ez duzula rikorea nahi? Esne gutxirekin eta urraskorekin egingo dizut. Ez, benetan, agian, eta barre egitean hortz bat mugitzen zitzaiola ohartu zen Ainez. Agian, esan zuen bihurrikeria bat pentsatzen ari zela jakitun. Ainezek edalontzia luzatu zuen gizonari begira, eta honek ondoa ukitu arte sartu zuen bizkotxoa bizpairu bider, papurrak utziz esnea azalean. Aitatxik Liliren gainera jauzi egin zuen, eta emeak alfombra itxura hartu zuen. Joateko garaia heldu da. Idek osiko txiki bat eman zion katuari zerrean. Dualde Andrea zoragarri zegoen pastela. Lili altzoan hartuta, Ainezek ateraino lagundu zituen gizona eta katua. Yves portait un peignoir en satin et en dessous, le haut de son survêtement et un caleçon. Quand Agnès s'en rendit compte, elle tourna la tête, comme elle le faisait devant les scènes violentes de la télé. Le docteur m'a interdit l'étage, à cause du cholestérol. J'ai fait une génoise cet après-midi. Vous allez en prendre un petit morceau? Ah, ça oui, je ne peux pas refuser. On sentait encore l'odeur du beurre dans la cuisine d'Agnès. Sur la table, dans le plat du four, une génoise immaculée, toujours dans son moule. Agnès prit un long couteau et en découpa une part. Aitachi et Lili se mirent à se poursuivre autour de la table. De temps en temps, Lili se couchait sur le dos et étirait ses pattes comme une star de cinéma. Aitachi s'approchait d'elle, lui donnait un petit coup de griffe pour s'amuser, la reniflait en l'appelant. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas de fricoré? Je vais vous le faire avec peu de lait et beaucoup d'eau. »« Non, vraiment. Peut-être... Et Agnès se rendit compte qu'une de ses dents bougeait lorsqu'il rigolait. « Peut-être... » dit Yves, voulant se montrer malicieux. Agnès lui tendit son verre, tout en le regardant. Celui-ci trempa le gâteau 2 ou 3 fois, jusqu'au fond, en laissant quelques miettes dans le lait. Aitachi sauta sur Lili, et celle-ci s'aplatit comme un tapis. Il est temps de partir. Yves donna un petit coup de pied sur la patte arrière du chat. Madame Duhalde, le gâteau était délicieux. Agnès accompagna le voisin et son chat jusqu'à la porte, Lili dans les bras. Yves trug einen Morgenmantel auf Socken, darunter ein Sweatshirt und Unterhosen. Als Agnes es merkte, wand sie den Kopf ab, wie sie es bei totalen Szenen im Fernsehen tat. Der Arzt hat mir Milchprodukte verboten, wegen dem Cholesterin. Ich habe heute noch Mittag einen Kuchen gebacken. Davon werden Sie doch ein Stückchen probieren. Ja, da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Es roch noch nach Butter in Agnes Küche. Auf dem Tisch stand auf dem Backbrot der noch unberührte Kuchen, noch immer in der Form. Agnes holte ein langes Messer heraus und schnitt ein Stück ab. Aitachi und Lili begannen, sich um den Tisch herum nachzujagen. Von Zeit zu Zeit legte sich Lili auf den Rücken und streckte die Beine aus, wie ein Zirkelschaf. Aitachi näherte sich ihr, versetzte ihr einen spielerischen Hieb mit der Pfote, beschnupperte sie, maulte. Sind Sie sicher, dass Sie nicht noch einen dekorieren möchten? Ich mache Ihnen einen mit wenig Milch und viel Wasser. Nein, wirklich nicht. Wenn ich vielleicht, und als er lachte, bemerkte Agnes, dass eine seiner Zähne wackelte. Wenn ich vielleicht, wiederholte er,
wohl wissend, dass sein Ansinnen verwegend war. Agnes schob ihm ihr Glas hinüber und sah den Mann an. Der stieß den Kuchen 2-, 3-mal bis auf den Boden und ließ auf der Milch schwimmende Krümel zurück. Aitachi sprang auf Lilly und das Weibchen nahm die Gestalt eines Teppichs an. Es ist Zeit zu gehen. Dies versetzte dem Kater einen leichten Tritt gegen den Oberschenkel. Frau Duhalde, ihr Kuchen war köstlich. Mit Lilly auf dem Arm begleitete Agnes den Mann und seinen Kater zur Tür. Yves droeg een satijnen kamerjas met onder een trainingsjasje en een onderbroek. Toen Agnes dat zag, leidde ze haar hoofd af, net zoals bij gewelddadige scènes op de televisie. Ik mag geen zuiver van de dokter vanwege de cholesterol. Ik heb vanmiddag een cake gebakken, u wilt vast wel een stukje. Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Agnes keuken gluurde nog naar de boter. Op een tafel, op de open bakplaats, stond er nog mazelijke cake, nog niet uit de worm genomen. Agnes nam een lang mes en sneed er een stuk van. Aitachi en Lilly renden achter elkaar aan rond de tafel. Tussendoor lag Lilly op haar rug met gespreide poten als een filmster. Aitachi ging naar haar toe en gaf haar een speelse haal, besnuffelde haar en miauwde. Weet u zeker dat u geen kokkoskoffie wilt? Dan maak ik hem met wat minder melk en wat meer water. Nee, echt niet. Misschien. Hij lachte. En Agnes merkte dat zijn tand los zat. Misschien, zei hij, alsof hij aan iets ondeugends zat te denken. Agnes keek hem aan terwijl ze hem haar beker gaf. Hij doopte zijn cake een paar keer helemaal tot op de bodem, zodat de kruimels op de melk dreven. Aitachi sprong bovenop Lilly alsof het poesje een tapijt geworden was. Tijd om op te stappen. Yves gaf zijn kat een tikje tegen zijn poot. Mevrouw Duhalde, heerlijke cake was dat. Met Lilly in haar armen begeleidde Agnes Yves en zijn kat naar de deur. Yves portait une robe de chambre de satin sur un sweatshirt et un boxeur. Quand Agnès s'en est rendu compte, elle a détourné les yeux comme lorsqu'on montre des scènes de violence à la télévision. Le médecin m'a interdit toutes les boissons lactées à cause du cholestérol, vous savez. Cet après-midi, j'ai fait une génoise. Prenez ça un petit bout. Ah, voilà quelque chose que je ne peux pas refuser. Qu'est-ce qui vous arrivez au cou? Rien, petit le chat. La cuisine d'Agnès sentait le beurre. Sur le plan de travail, encore dans son moule, il y avait une génoise intacte. Agnès a pris un couteau à longue lame et en a coupé un morceau. Aitachi et Lilly ont commencé à jouer autour de la table. Lilly se couchait de temps en temps sur le dos et tirait ses pattes comme une actrice de cinéma. Aitachi s'approchait d'elle, lui donnait des coups de griffe inoffensifs, la plairait, miaulait. Vous ne voulez vraiment pas un verre de ricoré? Je vais mettre une lame de lait et beaucoup d'eau. Non, vraiment. Peut-être, a dit Yves, qui voulait se montrer espiègle, et Agnès s'est rendu compte que lorsqu'il riait, il avait une dent qui bougeait. Peut-être. Agnès a tendu son verre sans cesser de le regarder. Yves y a plongé deux ou trois fois la génoise jusqu'à toucher le fond, laissant quelques milles à la surface. Aitachi a sauté sur les lits et la fenêtre s'est aplatie comme un tapis. Il est parti. Yves a donné un petit coup de pied dans la cuisse de son chat. Madame Duhalde, c'était délicieux. Serrant les lits dans ses bras, Agnès a accompagné l'homme et son chat jusqu'à la porte. Llevaba una bata de sartén y por debajo una sudadera y calzoncillos corset. Al darse cuenta, Agnès apartó la mirada, como cuando mostraban una escena de violencia en televisión. El médico me ha prohibido todo tipo de lácteos, el colesterol, ya sabe. Por la tarde he hecho un bizcocho, tome un pedacito. Ah, eso sí que no puedo negarme. ¿Qué le ha pasado en el cuello? Nada, cosas de gatos. En la cocina de Agnès aún olía a mantequilla. Sobre la encimera, aún en el molde, un bizcocho virgen. Agnès cogió un cuchillo largo y cortó un pedazo. Aitachi y Lilly comenzaron a jugar alrededor de la mesa. De vez en cuando, Lilly se tumbaba boca arriba y estiraba las patas, como una actriz de cine. Aitachi se le acercaba y le daba suaves zarpazos, la husmeaba, maullaba. ¿Está seguro ¿Está seguro de que no quiere un vaso de ricoré?
se lo haré con poca leche y mucha agua. No, de verdad. Quizá, dijo Yves queriendo mostrarse travieso, y Agnès se dio cuenta de que al reírse se le movía un diente. Quizá Agnès le ofreció un vaso sin dejar de mirarle. Yves introdujo el bizcocho 2 o 3 veces, hasta tocar fondo, dejando alguna que otra miguita en la superficie. Aitachi saltó encima de Lili y la hembra tomó forma de alfombra. Ha llegado la hora de irse. Yves dio una leve patada en el muslo. Señora Ayudal, estaba deliciosa. Con Lili en su regazo, Agnès acompañó al hombre y a su gato hasta la puerta. Bueno, espero dugu gustatuko zitzaizuela. Besterik gabe iritsi gara mintegi honen amaierara, eta amaitzeko berriz ere eskerrak eman nahi nituzke. Eta mintegian parte hartu dugun guztion izenean, idazlearen izenean, itzultzaile guztien izenean, eizieko kideen elkarteren izenean lan egin dugunon guztion partez, mila esker, bai Etxepare Institutuari, babesle izan zaituztegulako, Paueko Unibertsitateari, Gazteluari, eta nola ez, ona etorri zareten guztioi esperientzia hau gurekin partekatzera. Mila esker. J'espère que ça vous a plu. Nous arrivons à la fin de cette représentation. Merci encore de la part de nous tous, de la part de l'auteur, des traducteurs, de l'association ICIE. Merci à l'Institut Etxepare pour son soutien. Merci à l'Université de Pau et au Château de Pau. Et évidemment, merci à vous tous d'avoir partagé ce travail et ce moment avec nous.